une simple question. Bonjour, je ne vais pas apporter de témoignage, juste une simple question. En fait. Vous avez parlé brièvement de l'Iran. Il s'est passé un événement, en fait, le 19 septembre dernier. L'Iran a voté pour l'adhésion du Conseil national de transition libyen à l'ONU. Donc je voulais savoir, et on n'en a pas trop entendu parler dans les médias, on va dire, dissidents de type Thierry Messant, etc. J'en passe. Michel Colomb également, on n'en a pas trop entendu parler. Donc je voulais savoir juste ce que vous en pensez. Voilà. Je pense que tu vois, le fait que la Libye, la Syrie, l'Iran a en fait soutenu, enfin applaudi, on va dire, les insurgés libyens et le CNT, que le Hamas, par exemple, enfin une partie du Hamas, je ne sais pas exactement laquelle, maintenant soutient les insurgés en Syrie, et que le Qatar, maintenant, que Al Jazeera, qui était adoré, qui était vu par toutes sortes de gens à gauche, jusque l'année passée, est devenu un outil de la propagande de guerre, montre ce que je n'arrête pas de dire, y compris et surtout aux gens qui se disent pro-palestiniens, c'est de dire eux c'est eux et nous c'est nous. La question pour moi c'est toujours ça, que nous devons compter sur nos propres forces, comme disait Mao Tse-tung, et nous devons nous baser sur notre propre population et voir quelle est la politique que le peuple français peut avoir, qui devrait être une politique, comme je dis, de non-ingérence, etc. Et on ne peut pas penser qu'on a de façon stable des gens du même bord que nous dans ces parties du monde, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Quand il y a eu le printemps arabe, il y avait toutes sortes de gens qui étaient super enthousiastes, etc. Maintenant, je vois qu'il y a une manifestation en Tunisie pour imposer la charia. Mais ils font leur manifestation, c'est nouveau, pas une manifestation à Barbès qui va empêcher ça. Et donc, le problème, c'est que il faut se rendre compte qu'il n'y a pas. Si on est contre l'ingérence, on est aussi contre la bonne ingérence qu'imaginent certaines organisations progressistes ici. Il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité, c'est d'essayer d'influencer la politique de la France. La meilleure ingérence pour moi, c'est de ne pas s'ingérer, que la France ne s'ingère pas. Et si on arrive à ça, c'est très bien. Mais il y a toujours un fantasme, d'une certaine façon, de vouloir s'aligner ou donner son avis sur les différentes positions de ces pays-là, qui sont extrêmement compliquées. Nous n'avons pas fondamentalement donné notre avis. C'est ça. Et donc, fondamentalement, je ne vais pas critiquer la position des Iraniens, etc., parce que tout ça, c'est très compliqué. C'est un peu plus compliqué, l'Iran. Parce que l'Iran, c'était à cause du conflit qu'il y avait à cause de l'assassinat de l'imam Saad. Je sais voilà. Je sais bien. Donc, c'est plus compliqué. Mais je dis simplement, eux, mais c'est pour ça que c'est toujours une histoire. Ouais. Eux, ils ont leur raison, ils ont leurs conflits internes, etc. Il y a des conflits entre sunnites et chiites, etc. Ce n'est pas nos affaires. Nos affaires, hein. C'est ça le problème, c'est que c'est très difficile, surtout dans la gauche et l'extrême gauche, de faire comprendre qu'on n'a pas à résoudre le problème du monde parce qu'on ne peut pas le faire. Mais ils ont changé d'avis maintenant, l'Iran. Parce que j'étais correspondante pendant 2 ans de la télé francophone iranienne et de la radio francophone iranienne. Ils m'ont viré parce que j'ai pris position par rapport à la Libye. Eh ben tiens, maintenant, depuis 3 semaines, ils m'ont recontacté et ils se sont excusés. Parce qu'ils disent qu'on n'avait pas compris. Bravo. Oui, bien sûr, mais tu dois te rendre compte aussi qu'à partir du moment où le gouvernement change, de fait, quand le gouvernement qui contrôle le territoire change, que ce soit une ingérence ou pas, l'idée du respect de la souveraineté, c'est que tu admets le gouvernement qui est le nouveau gouvernement. C'est comme la France a finalement reconnu le gouvernement imposé par les États-Unis en Irak, si tu veux. Ah oui, mais non, ça c'est clair, c'était contre Kadhafi, ça c'est clair pour les raisons prédéfinies. Mais de nouveau, c'est leur problème. Nous n'avons pas à nous aligner sur qui que ce soit. Et nous n'avons pas à suivre les révolutions, les printemps arabes. Moi j'ai une position très non romantique. Évidemment, ce n'est pas très populaire à cause de ça, mais je ne suis pas. Printemps arabe, nouveau, c'est eux. Hein. Quand les gens sont super excités, il y a des jeunes avec Twitter, etc., sur la place Tahrir au Caire, etc. Puis on voit les élections, 24% pour les salafistes. Alors, c'est eux, c'est nous, ça, moi, je sais pas. C'est eux, moi, je suis désolé, mais d'un autre côté, je ne vais pas empêcher un régime théocratique en Égypte, en manifestant à Barbès non plus. Donc, on ne voit rien. Il faut se rendre compte de ça. On doit essayer d'influencer. Ça ne sert à rien d'essayer de s'ingérer dans la politique des autres pays quand on ne sait pas s'ingérer dans la politique de notre propre pays. Or, pour le moment, la gauche ne sait même pas s'ingérer dans la politique de son propre pays. Donc, commençons par faire ce qu'il faut. Commençons par le commencer. Est-ce que quelqu'un... Oui. Selon vous, avec la montée en puissance des pays du bonjour. Je veux savoir, selon vous, avec la montée en puissance des pays du BRICS, est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle ordre mondiale
concernant toutes les questions du monde et notamment la Palestine. Voilà la question. Oui, c'est difficile de répondre à cette question en tous les cas. Est-ce qu'un nouvel ordre du monde va advenir de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que c'est tout à fait vraisemblable dans la mesure où le monde capitaliste, avec l'hégémonie états-unienne, qui sévit depuis finalement la chute du mur de Berlin, est en train d'accélérer son propre effondrement. Et à cet égard, ne serait-ce que du point de vue financier et économique. Et à cet égard, je me faisais la réflexion pendant que vous parliez de l'OTAN tout à l'heure. L'OTAN n'est pas simplement une justification politique de l'action des États-Unis d'Amérique. L'OTAN est le moyen des États-Unis d'Amérique de faire des guerres à peu de frais. Depuis Bush II et Obama, les différents secrétaires d'État à la Défense ne cessent de sermonner les chefs d'État de l'Union européenne de participer financièrement aux efforts de guerre en Afghanistan. Pour la raison très simple, c'est que l'engagement américain en Afghanistan et en Irak leur a coûté, d'après ce qui correspond à un prix Nobel de l'économie, Stiglitz, la bagatelle de 3 000 milliards de dollars. C'est considérable. Sans que ne soit chiffré le coût, maintenant à peu près évalué, à 700 milliards des pensions qui vont être versées aux blessés. Donc l'OTAN sert à cela. Il faut que... Je vous rappelle que par exemple, ce qui s'est passé, parce que finalement la première grosse intervention des États-Unis après donc ce monde homogénéisé après la chute du mur de Berlin, c'est ce qui s'est passé en Yougoslavie. Cette destruction de Yougoslavie, elle a été payée par qui? Principalement par les États arabes. Les chiffres sont parlants. Les États-Unis d'Amérique n'ont investi que 100 milliards. Les pays arabes, tous confondus, y compris l'Égypte, c'est 140 milliards de participation à l'effort de guerre pour l'éclatement de la Yougoslavie. Et pour quelle raison? Simplement pour assurer un couloir de transport pétrolier et gazier depuis, en passant par la Turquie, tout simplement pour éviter l'Iran et la Russie. Il y a une autre question par ici. En fait, j'avais deux questions. Monsieur Dever avait abordé le sujet de la Cour pénale internationale. Donc, je voulais savoir qui en fait élit ou qui met en place les magistrats ou les juges qui sont à l'international. Comment sont-ils élus? Comment sont-ils Et j'avais une deuxième question. Je trouve que la question de l'Union européenne était assez absente de nos débats jusqu'à maintenant. Et donc, quel est le rôle de l'Union européenne dans toutes ces guerres, dans tous ces conflits? Quelle est la position? On connaît Javier Solana avec l'OTAN, etc. Donc, visiblement, c'était plutôt une alliance entre l'OTAN et l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne, qu'on nous a présentée pendant des années comme l'opposition aux États-Unis, l'alternative mondiale, on voit que c'est un total échec. Donc, quelle est la position aujourd'hui de l'Union européenne? Quelles sont les alternatives? Et donc voilà. Et donc, je vais dire en termes d'alternatives politiques. Donc vous avez cité tout un tas de partis, Front National, Mélenchon, etc. Bon, vous avez quand même un parti qui s'appelle l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui est un parti donc, de François Asselineau. Donc j'invite tout le monde à aller sur le site de François Asselineau, l'UPR, qui est donc le seul à proposer la sortie de l'OTAN, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la totale souveraineté populaire remise aux Français. Et c'est un parti provisoire. Un parti provisoire qui s'inspire du Conseil national de la résistance pour sortir dans un premier temps de toutes ces structures internationales, ensuite que le peuple français puisse décider de lui-même et puisse sortir de l'ingérence américaine, puisque voilà. Merci. Je vais répondre en 2 minutes sur la question qui m'était posée. La Cour pénale, elle est indépendante. C'est une structure qui ne doit qu'aux États qui ont ratifié le traité. Donc, toutes les nominations ont lieu par l'Assemblée générale, qui regroupe actuellement 115 États et dans lesquels ne figurent ni les États-Unis ni Israël. Ce qui veut dire en pratique que la CPI a pu accueillir comme État membre les îles Cook,
qui ne sont pas considérées comme un État à l'ONU et qu'elles pourraient donc très bien accueillir la Palestine, qu'actuellement il y a une majorité d'États, vous posez la question des évolutions, il y a une majorité d'États membres de la CPI qui ont reconnu la Palestine comme État en accréditant des ambassadeurs, et que si le bloc arabo-musulman adhérait, évidemment je suis entièrement d'accord, ils font ce qu'il faut avec leurs analyses, mais je fais le constat que s'ils adhéraient, il y aurait à peu près dans chaque formation de la Cour un magistrat qui serait issu de ces États. J'avais eu le temps de dire tout à l'heure sur justement ce sujet-là. Excusez-moi, parce que je suis en question. S'il vous plaît, on va vous demander d'être assez bref. On va prendre encore 2 questions et on va mettre un terme à ce débat parce qu'on est pris par le temps et il y a une autre conférence qui suit dans la même salle. D'accord. Alors, excusez-moi, mais j'aimerais revenir sur 3 points que j'ai abordés parce que malheureusement, certaines choses qui ont été dites sont, à mon avis, contraires à la Charte des Nations Unies et à certains aspects du droit international. Déjà, concernant la Cour pénale internationale, M. Devers a expliqué qu'il existe une Cour internationale de justice, une Cour internationale et une Cour européenne de justice. Cette Cour internationale de justice est également à La Haye, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Et donc, il n'y a aucune cohérence à demander une Cour pénale internationale dans la mesure où une Cour internationale de justice respecte les souverainetés et, je vais finir quand même, respecte la Charte des Nations Unies. Donc moi, je ne vois pas en quoi la Cour pénale internationale aurait une légitimité ni du point de vue de la Charte des Nations Unies, ni du complexe qui est soulevé par M. Devers, qui est celui du 2 poids 2 mesures. Si on attaque sur cet aspect-là en disant oui, il y a un 2 poids 2 mesures, regardez, en Palestine, ceci ne fonctionne pas, la responsabilité de protéger, c'est exactement le même problème. En fait, c'est le principe même d'une justice supranationale et de la codification du droit d'ingérence qui a rejeté en bloc. Et notamment, rappelons-nous que la première fois qu'un tribunal pénal international a été proclamé, c'était par une résolution du Conseil de sécurité. Et une résolution n'a pas de valeur juridique en soi. Très important. Deuxièmement, le tribunal de Nuremberg, par exemple, qui était le premier tribunal international, ne se permettait pas de juger les crimes commis par l'Allemagne sur son territoire. Il ne jugeait que les crimes commis par l'Allemagne en dehors de son territoire. Et cette différence est très importante, parce que ce que Nuremberg ne se permettait pas, aujourd'hui le tribunal pénal sur le Rwanda, sur le Kosovo, sur l'ex-Yougoslavie ou la Cour pénale internationale se permet de le faire. Deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à l'OTAN. Le monsieur à côté de moi a dit que l'OTAN était voué à peut-être, délégué à l'Union européenne, ce qui à mon avis est très faux, puisque l'Union européenne, les États-Unis ont déjà un commandement armé pour l'Europe qui s'appelle l'EUCOM, donc il n'y a pas d'intérêt, primaire et primordial, à vouloir que l'OTAN devienne une structure purement européenne. Après, ça c'est un avis personnel. Mais l'OTAN a été conçue exactement de la même manière que l'Empire romain concevait ses armées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils avaient conquis un nouveau territoire, cette armée devenait intégralement membre de l'armée de l'Empire romain. Et c'est exactement de la même manière que fonctionne l'OTAN. Il n'y a rien qu'à changer. Donc c'est quand même différent de ce que le monsieur à côté de moi avait dit, monsieur Yves-Jean Gallas. Et troisième point, pour finir, sur le Conseil des droits de l'homme, je pense que c'est là qu'il faut intervenir, je pense que c'est là d'où tout part à chaque fois, puisque c'est toujours au nom de la responsabilité de protéger, c'est toujours au nom de la protection des civils qu'on intervient maintenant sempiternellement. Il y a quelque chose en préparation pour l'Ouganda, il y a un certain nombre de choses en préparation pour d'autres pays d'Afrique, et qui sont tout à fait soutenu par toutes les ONG que nous avons citées aujourd'hui, et c'est là, c'est à dire d'ici que tout part, du Conseil des droits de l'homme. Et comme c'est un sujet très méconnu, les gens ne se rendent pas compte des multiples fraudes, des multiples procédures, desquelles j'ai été moi-même témoin en me rendant au Conseil des droits de l'homme avant-hier, des fraudes manifestes de ces ONG dans le Conseil des droits de l'homme qui poussent des résolutions, qui s'ingèrent dans des processus de réconciliation en dehors de toute juridiction et en dehors de tout respect de la Charte des Nations Unies. Donc, le Conseil des droits de l'homme est aujourd'hui un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais de nombreux diplomates, comme notamment l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, a expliqué à plusieurs reprises que ça ne devait pas être un prétexte pour l'interventionnisme, et il faut à tout prix que nous défendions cette vision au sein du Conseil des droits de l'homme et que nous poussions les ONG à justifier leurs allégations. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. C'est encore 2 autres questions.